Salut à tous. Regardez la carte 20 et 1000. C'est tout ce qui sépare le golfe Persique du golfe d'Oman. 20 et 1000 d'eau à son point le plus étroit, avec une profondeur qui descend parfois jusqu'à 50 mètres. Un couloir claustrophobe de mer peu profonde par lequel 20% de tout l'approvisionnement mondial en pétrole doit passer chaque jour. C'est la voie maritime la plus stratégique de la planète et en ce moment sous sa surface, dans des eaux si peu profondes et si confinées que même la technologie navale la plus sophistiquée de l'histoire y fonctionne à la limite de ses capacités, quelque chose attend. Pas quelque chose de visible, pas quelque chose qui apparaît sur les radars, qui répond aux avertissements radio ou que la présence d'un groupe aéronaval peut dissuader. Mais dans le style des conférences de presse pro-Trump, apparemment si le danger n'apparaît pas à la caméra, on peut encore déclarer que la situation est magnifiquement sous contrôle, quelque chose repose immobile sur le fond marin ou reste suspendu dans la colonne d'eau sombre, accroché à une chaîne ancrée au fond et écoute la signature acoustique précise de l'hélice d'un navire, ainsi que la distorsion du champ magnétique provoquée par des milliers de tonnes d'acier en mouvement au-dessus. L'Iran a miné le détroit d'Ormuz. Selon des rapports de renseignement, plus de 6000 mines navales attendent dans les arsenaux iraniens. Depuis la Seconde Guerre mondiale, aucune menace potentielle de cette ampleur n'avait été accumulée dans une voie maritime étroite sur Terre. Un stock suffisant pour fermer le détroit d'un bout à l'autre, encore et encore, par vagues successives de déploiement qu'aucune opération de déminage ne pourrait suivre au même rythme. Mais le détail le plus terrifiant n'est pas les 6000 mines entreposées dans les dépôts iraniens. C'est le nombre inconnu de mines déjà dans l'eau, déjà en attente, dans des endroits que même l'Iran a perdu de vue. Des mines errantes, entraînées par des courants que le corps des gardiens de la révolution islamique n'a pas pleinement pris en compte lors de ses déploiements. Elles se déplacent dans l'une des voies de navigation les plus fréquentées au monde, sans que personne, d'aucun côté de ce conflit, ne sache exactement où elles se trouvent. C'est le moment où la bravade de campagne cesse de ressembler à une stratégie et commence à sonner comme quelqu'un qui essaie de vendre du brouillard comme plan de sécurité. Et en ce moment, la marine des États-Unis mène sous ses eaux une guerre pour laquelle aucun groupe aéronaval, aucun destroyer lance-missiles, aucun avion de chasse F-35 n'a été conçu. La vraie guerre à Ormuz ne se déroule pas à la surface. Elle se déroule 50 mètres plus bas, dans l'obscurité, contre des armes qui se moquent du nombre de navires de guerre en surveillance. Ce qui se passe en ce moment sous le détroit d'Ormuz est la bataille sous-marine la plus lourde de conséquences depuis la Seconde Guerre mondiale. Et son issue déterminera non seulement qui contrôle cette voie maritime, mais aussi si l'économie mondiale survivra intacte aux prochains mois. Pour comprendre l'horreur précise de ce que l'Iran a déployé, il faut comprendre qu'il ne s'agit pas des vieux barils de fer rouillés, flottants à la surface, que la plupart des gens imaginent quand ils entendent le mot mine. La technologie iranienne des mines est en développement continu depuis la guerre des pétroliers des années 1980. 4 décennies d'investissement, de perfectionnement et d'intégration de technologies étrangères, dont des technologies russes de mines de fond létales et des concepts chinois de mines propulsées par fusée EMAC 52, ont produit des armes qui ne sont... Ce sont des systèmes autonomes intelligents dotés de leur propre mécanisme de décision. La Mahan 3 reste suspendue dans la colonne d'eau, reliée au fond marin par une chaîne à une profondeur calibrée pour des profils précis de coques de navire. Sa charge militaire de 300 kg n'est pas déclenchée par contact. Elle est déclenchée par des capteurs acoustiques et magnétiques qui surveillent chaque vibration traversant l'eau autour d'elle. Lorsque la signature acoustique précise de l'hélice d'un grand navire correspond à ses paramètres programmés, et lorsque la distorsion du champ magnétique d'une coque en acier franchit le seuil de détection au-dessus d'elle, la Mahan 3 décide. Une mine avec des capteurs et de la patience n'est pas impressionnée par un slogan de podium, peu importe combien de fois le camp de Donald Trump le répète à voix haute. La Mahan 7 est pire à certains égards, elle repose directement sur le fond marin, conçue pour les environnements d'eau peu profonde qui caractérisent les passages les plus critiques du détroit.
La physique de la détonation d'une mine de fond en eau peu profonde fait en sorte que l'énergie explosive n'a nulle part où se dissiper. Elle se concentre vers le haut, à travers la colonne d'eau, avec une efficacité qu'aucun blindage de coque déployé sur un navire de guerre de surface n'a été conçu pour supporter. La physique de ce qui se produit lorsqu'une mine explose sous un grand navire est connue dans la marine américaine sous le nom d'effet de jet de bulle. L'explosion crée une bulle de gaz qui se dilate à une vitesse extraordinaire sous la quille du navire. Le bâtiment est soulevé par cette bulle lorsqu'elle se dilate. Puis, lorsque la bulle s'effondre, les milliers de tonnes d'acier au-dessus, soudainement privés de soutien sur toute leur longueur, ne peuvent plus supporter leur propre poids. La coque se brise. Un destroyer lance-missile de classe Harley Burke coûte plus de 2 milliards de dollars à construire. Son système de combat Aegis compte parmi les architectures de défense intégrées les plus sophistiquées jamais déployées en mer. Une mine Mahan 3 coûte une infime fraction de ce montant. Et si l'une d'elles explose sous le bon point de la coque, le destroyer se plie en deux et coule en quelques minutes. C'est le genre de tableau coût-bénéfice que personne ne veut voir dans un rassemblement politique parce que une mine bombe, marché brise, un navire coûteux ne tient pas très bien sur une casquette rouge. La marine des États-Unis n'a pas oublié cette leçon. Le rappel le plus douloureux est survenu en 1988, lorsque l'USS Samuel B. Roberts a heurté une mine dans ces mêmes eaux et a failli couler. Les statistiques de cette période confirment ce que tout spécialiste de la guerre des mines comprend. Depuis la Seconde Guerre mondiale, l'arme qui a infligé les dommages les plus lourds aux navires de guerre américains n'est pas le missile, ce sont les mines. Voilà pourquoi l'Iran a miné le détroit. Voilà pourquoi le minage est la carte restante la plus dangereuse de l'Iran. Et voilà pourquoi l'opération visant à dégager ces mines est la mission militaire la plus déterminante actuellement en cours, où que ce soit sur Terre. Regardez maintenant la carte de nouveau, plus précisément deux endroits. Le premier est le couloir de transit entre les îles Keshmé et l'Arc, la bande la plus étroite du détroit, là où les voies de circulation obligatoires forcent les navires à réduire leur vitesse et à effectuer des manœuvres qui éliminent toute capacité d'évitement. C'est là que l'Iran est évalué comme ayant posé ses champs de mines les plus denses. Le deuxième est la voie de circulation sud, plus près de la côte omanaise. C'est l'itinéraire de rechange que les navires pourraient tenter si le couloir nord est jugé impraticable. Si l'Iran a miné les deux voies, le détroit est effectivement fermé à tout navire dont le capitaine et l'assureur refusent d'accepter le risque de traverser un champ de mines actif. De nombreux capitaines ont déjà fait ce calcul. Des commandants de superpétroliers transportant 2 millions de barils de pétrole brut refusent catégoriquement d'entrer dans Hormuz. Les primes d'assurance pour les navires tentant le passage ont atteint des niveaux qui rendent l'exploitation commerciale économiquement irrationnelle. L'Iran n'a pas besoin de couler un pétrolier pour garder le pétrole mondial hors ligne. Il lui suffit de maintenir la menace crédible selon laquelle entrer dans le détroit signifie accepter un risque de mine qu'aucun assureur ne couvrira à un tarif commercial viable. C'est ici que le vocabulaire de la pression maximale commence à ressembler moins à une doctrine qu'à une facture que quelqu'un d'autre doit payer. C'est le blocus silencieux. L'arme psychologique, la grenade dont la goupille a été retirée, jetée dans l'eau, puis laissée là pour que l'anxiété économique mondiale fasse le reste. C'est ici que l'histoire prend un virage dont personne à Washington n'est à l'aise de parler publiquement. Il y a un an, la marine américaine a désarmé 4 dragueurs de mine de classe Avenger, basés à Bahreïn. La classe Avenger, construite avec des coques spéciales en bois, précisément pour éviter de déclencher les capteurs magnétiques des mines qu'elle était conçue pour traquer, regroupait les seuls bâtiments de la flotte américaine dont l'expertise opérationnelle exclusive était la guerre des mines. La décision de les désarmer et de transférer leurs ressources vers le Pacifique semblait raisonnable dans le cadre stratégique de la compétition avec la Chine. Hormuz n'est pas le Pacifique. Lorsque le minage du détroit est devenu une réalité opérationnelle, la marine des États-Unis s'est retrouvée sans les navires spécialisés de chasse aux mines que cet environnement de menace précis exigeait le plus. Et dans l'une des ironies stratégiques les plus inconfortables de tout le conflit, les navires conçus pour ce scénario exact avaient été retirés de la région exacte où ils allaient être le plus nécessaires. Environ un an avant le moment où ils allaient être le plus nécessaires, l'USS Chief
et l'USS Pioneer, 2 dragueurs de mine de classe Avenger, traversent maintenant 2 océans depuis Sasebo, au Japon. D'une certaine manière, nous avions les navires parfaits, mais nous les avons envoyés ailleurs, sonne moins héroïque quand c'est pas emballé dans une légende de victoire à la Trump. Ils sont littéralement engagés dans une course contre la montre sur des milliers de kilomètres d'eau libre, essayant d'atteindre le détroit avant que les conséquences de leur absence ne s'aggravent davantage. Les États-Unis ne peuvent pas attendre leur arrivée. Chaque jour sans progrès dans le déminage est un jour de plus où les pétroliers restent à l'écart. Les tarifs d'assurance demeurent prohibitifs et les dommages économiques s'accumulent. Washington mène donc la guerre des mines avec tous les outils disponibles en ce moment. Sous la surface du détroit, une guerre robotisée est en cours, dont la majeure partie du monde ignore l'existence. Des véhicules sous-marins autonomes MK-Dix-8 mode de Kingfish, en forme de torpille, se déplacent dans l'eau selon des schémas de recherche. Leur sonar à haute résolution cartographie le fond marin avec un niveau de détail extraordinaire. Le drone Kniffefish opère en profondeur avec une sensibilité sonore assez fine pour distinguer des débris ordinaires d'une mine Mahan 7 enfouie dans le sable. Il ne s'agit pas de jugements humains rendus en temps réel. Ce sont des évaluations algorithmiques exécutées à une vitesse et avec une constance qu'aucun plongeur humain ne pourrait égaler. Le processus se déroule en étapes conçues pour réduire le risque au minimum à chaque phase. Des navires de surface sans équipage déploient sous eux des traîneaux sonars AQS 2.0, remorquant des équipements de détection dans l'eau tout en patrouillant pendant des heures sans fatigue, sans la vulnérabilité biologique qui rend l'envoi de plongeurs humains dans des eaux minées essentiellement équivalent à une condamnation à mort. Lorsque l'intelligence artificielle traite une détection suspecte, l'emplacement est enregistré et un autre système est envoyé. Archerfish, des robots autonomes à usage unique, descendent vers l'objet détecté en traînant derrière eux un câble à fibre optique. La caméra transmet un flux en direct à un opérateur assis dans un centre de commandement à des milles de distance. L'opérateur confirme l'identité de la mine, appuie sur un bouton, le robot explose contre la mine. Les deux sont détruits. Le couloir devient un peu plus sûr. Toute cette chaîne de destruction, de la détection initiale à la destruction confirmée, se déroule sans qu'un seul militaire américain n'entre dans l'eau, sans qu'un seul plongeur ne s'approche d'une mine, sans qu'aucun être humain ne soit à proximité de l'explosion qui la neutralise. Il est difficile de transformer cela en slogan triomphaliste, parce que la chose la plus intelligente ici est précisément de ne pas envoyer quelqu'un dans la zone d'explosion pour faire joli à la télévision. Depuis les airs des hélicoptères MH-60 Seahawk équipés de systèmes de détection laser de mine ALMDS, soit Airborne Laser Mine Detection System, volent à très basse altitude, envoyant des milliers d'impulsions laser par seconde dans la colonne d'eau pour détecter les objets suspendus entre la surface et le fond marin. Envoyer des plongeurs dans ces eaux n'est pas une option. Les hélicoptères volent donc à seulement quelques mètres au-dessus de la surface. Les pilotes cherchent une aiguille invisible dans un océan immense, dans des conditions qui rendent le vol lui-même dangereux. L'Iran ne regarde pas cette opération de déminage passivement. Des vedettes rapides de classe Bamar du corps, des gardiens de la révolution islamique, encerclent les flottes américaines de déminage. Elles n'ouvrent pas le feu. Elles ne s'engagent pas dans un combat direct qui justifierait une réponse cinétique américaine. Elles manœuvrent. Elles coupent la trajectoire des navires de surface sans équipage qui effectuent des balayages sonars. Elles mènent des approches destinées à tromper les systèmes de guidage des drones autonomes de déminage. Elles perturbent les communications entre les opérateurs à distance et leurs actifs robotisés. C'est la stratégie iranienne de harcèlement de surface. Ralentir les opérations de déminage, forcer les systèmes autonomes à interrompre leur passage et à rétablir leur vecteur d'approche. Créer une perturbation du rythme opérationnel qui transforme une mission de plusieurs semaines en mission de plusieurs mois. Chaque jour de retard est un jour de plus où la navigation commerciale reste à l'écart et où la pression économique se poursuit. Sous la surface, la menace est potentiellement plus grave. Des rapports de renseignement indiquent que les sous-marins furtifs iraniens de classe Gadir restent actifs dans les eaux peu profondes du détroit. Ces petits sous-marins côtiers sont spécialement conçus pour cet environnement où les sous-marins plus grands sont désavantagés. Si les Gadir
pose de nouvelles mines dans des couloirs que les opérations américaines de déminage ont déjà balayés, la mission de déminage ne devient pas seulement un problème technique limité, mais une compétition opérationnelle continue. Dégager un couloir aujourd'hui, retrouver le miné ce soir, pour protéger l'opération de déminage contre le harcèlement de surface, les États-Unis ont établi une architecture de protection aérienne qui transforme toute approche de vedette rapide iranienne en décision potentiellement fatale. Des ADX Warthog tournent au-dessus de la zone opérationnelle. Leur légendaire canon Go-8 de 30 mm est capable de réduire une vedette Boghamar en débris en quelques secondes. Des hélicoptères Apache opèrent sous les Warthog. Des caméras thermiques balayent la surface, des missiles Hellfire sont prêts, créant une couverture aérienne en couche autour des actifs de déminage, ce qui rend le harcèlement par vedette rapide dangereux à maintenir sans franchir un seuil qui déclenche une réponse létale immédiate. Les commandants du corps des gardiens de la révolution islamique le savent, et c'est pourquoi le harcèlement reste juste sous le seuil, non pas parce qu'ils n'ont pas l'intention d'en faire plus, mais parce que la conséquence d'en faire plus est visible dans le ciel, directement au-dessus d'eux. Cette mince ligne entre le discours dur et le véritable contrôle de l'escalade, c'est exactement là où les slogans manquent généralement d'oxygène. Washington a reconnu dans les termes les plus directs que ces contraintes de sécurité opérationnelle permettent qu'il ne peut pas dégager Hormuz seul. Cet aveu est significatif. L'armée américaine ne reconnaît pas couramment des lacunes de capacité dans des opérations actives. Lorsque la marine dit avoir besoin d'un soutien allié en chasse aux mines, cela signifie que l'ampleur de la menace dépasse ce que les actifs américains actuellement dans le théâtre peuvent traiter dans les délais imposés par les conséquences économiques mondiales. Pour une culture politique accro à l'idée que l'Amérique peut tout faire seule, ce genre de phrase tombe comme une chaise qu'on traîne sur le plancher dans une pièce soudainement très silencieuse. L'Europe a entendu l'appel. La France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Belgique et les Pays-Bas ont annoncé la formation d'une coalition de déminage. La réponse reflète une convergence d'intérêts que la réalité économique d'un Hormuz fermé a rendu incontournable. Chaque heure où le détroit reste fermé perturbe les chaînes d'approvisionnement industrielles européennes, les importations d'énergie et les intrants manufacturiers. Les prix de l'énergie augmentent à des rythmes qui produisent des conséquences politiques dans les capitales, de Paris à Berlin. Le calcul qui empêchait les gouvernements européens de se joindre au blocus américain, soit la réticence politique à être perçue comme participant à une confrontation militaire entre les États-Unis et l'Iran, a été renversé par le coût économique de l'inaction face à la menace des mines. Déminer une voie maritime reconnue internationalement est défendable en droit international d'une façon que le soutien à un blocus bilatéral ne l'est pas. C'est une mission qui possède une justification humanitaire et économique claire que tout gouvernement peut défendre devant son opinion publique nationale. L'Allemagne s'est dite prête à accélérer les procédures juridiques qui encadrent normalement les déploiements militaires à l'étranger, avançant à une vitesse qui montre à quel point Berlin prend la menace économique au sérieux. Le Royaume-Uni et la France intègrent leur système sonar et leur doctrine de chasse aux mines dans le cadre opérationnel aux côtés des actifs américains. Les chasseurs de mines Sandown et Unclass de la Royal Navy, construits avec des coques en fibre de verre précisément pour éviter de déclencher les capteurs magnétiques des mines, comptent parmi les navires de chasse aux mines les plus silencieux et les plus efficaces sur le plan opérationnel jamais construits. Ils connaissent le golfe Persique. Les chasseurs de mines de la Royal Navy ont opéré dans ces eaux pendant la guerre des pétroliers des années 1980. Le savoir institutionnel accumulé durant cette période rend la participation britannique particulièrement précieuse dans des environnements où les courants locaux et la topographie du fond marin influencent directement le comportement, la dérive des mines. Les robots de neutralisation télécommandés Seafox exploités par la Royal Navy sont capables de balayer le fond marin avec une précision millimétrique grâce à un réseau de données qui dépasse la capacité de résolution de la plupart des autres systèmes actuellement déployés dans le théâtre. Des unités d'élite néerlandaises et belges plongeurs navals, parmi les équipes de neutralisation de mines les plus spécialisées au monde, se redéploient vers la région.
Les États arabes du Golfe ouvrent leurs ports et leurs infrastructures logistiques à la coalition, fournissant des bases et un soutien de maintien en puissance qui permettent aux navires non américains de maintenir des opérations prolongées sans dépendre des systèmes logistiques américains déjà étirés par 3 groupes aéronavals. 50 nations sont maintenant orientées vers un seul objectif, dégager les mines et rétablir la navigation commerciale. La coalition qui se forme autour du problème des mines à Hormuz n'est pas la même que la coalition qui ne s'est pas formée autour du blocus américain. Bases juridiques différentes, missions opérationnelles différentes, images politiques différentes, mais même résultat fondamental. Rétablir la liberté de navigation dans la voie maritime la plus critique au monde. Et soudain, le monde ne fait pas la file pour une séance photo, il fait la file parce que la facture de la surenchère performative est arrivée sur le bureau de tout le monde. Mais voici la réalité à l'intérieur de laquelle tout cet effort multinational doit fonctionner. Et qu'aucun degré de sophistication technologique, ni aucune taille de coalition ne change. Il faut des heures pour poser une mine navale. Il faut des semaines, parfois des mois, pour en trouver et en neutraliser une. Les mathématiques opérationnelles de cette asymétrie sont brutales. Un sous-marin Gadir opérant sous le couvert de la nuit peut poser des mines plus vite que la coalition de déminage ne peut les enlever. Une embarcation du corps des gardiens de la révolution islamique déployant de simples mines à contact peut annuler en quelques heures des jours d'opérations minutieuses de balayage autonome. La mission de déminage n'est pas un problème limité avec un point final clairement définissable. C'est une compétition continue entre le rythme d'enlèvement des mines et le rythme de leur déploiement. C'est pourquoi l'opération de déminage physique, aussi impressionnante soit-elle sur le plan technologique, ne suffit pas à elle seule. La menace des mines ne peut pas être résolue de façon permanente en balayant les mines tant que l'Iran conserve la capacité et la volonté d'en poser de nouvelles. Elle ne peut être résolue durablement que lorsque la capacité iranienne de minage est neutralisée ou lorsque l'Iran prend la décision politique de cesser de déployer des mines dans le cadre d'un règlement négocié plus large. L'architecture navale américaine dans le détroit est conçue en tenant compte de cette réalité. Les porte-avions demeurent à l'extérieur du détroit, opérant depuis des positions où le risque lié aux mines est gérable. Leurs ailes aériennes fournissent la capacité de frappe qui pourrait, si l'ordre était donné, cibler la base des sous-marins Gadir, les installations de vedettes rapides du corps des gardiens de la révolution islamique et les dépôts de mines qui permettent la poursuite de la guerre des mines iraniennes. L'opération de déminage et la posture de dissuasion sont deux éléments du même cadre stratégique. Des destroyers de classe Harley Burke, comme l'USS Frank E. Peterson et l'USS Michael Murphy entrent dans le détroit par des couloirs étroits déjà dégagés, naviguant dans des passages sûrs aussi fins qu'un fil balayé par des systèmes autonomes, tout en sachant que leur sonar, conçu pour suivre les sous-marins et les navires de surface, n'offre qu'une visibilité partielle contre les signatures de mines reposant sur le fond marin autour d'eux. Leurs équipages servent en sachant ce qui se trouve sous eux et ce que la physique du jet de bulle peut faire à la quille d'un navire. Ce courage opérationnel est réel, mais il n'est pas la solution au problème. La solution exige de déminer plus vite que les mines ne sont posées, de perturber la capacité iranienne de minage et d'atteindre le règlement politique qui met fin à tout cela. Il n'y a aucune formule magique sortie d'un podium trumpiste qui transforme la guerre asymétrique en slogan de campagne propre et net. La portée stratégique plus large de la guerre des mines à Hormuz dépasse le détroit lui-même, d'une manière qui est déjà en train de remodeler simultanément la doctrine navale et les priorités d'approvisionnement en défense de plusieurs nations. La marine des États-Unis écrit en temps réel une nouvelle doctrine de guerre des mines. Le désarmement des dragueurs de mines de classe Avenger, une décision qui semblait raisonnable dans le cadre stratégique de la compétition dans le Pacifique, a été révélée par cette crise comme une erreur de calcul dont les conséquences se font sentir au pire moment possible. Des milliards de dollars sont maintenant engagés dans des systèmes autonomes de détection et de neutralisation de mines qui auraient dû être développés et déployés des années plus tôt. L'écart entre ce qu'était la capacité américaine de guerre des mines. Est-ce que cet environnement opérationnel produit une accélération forcée de programmes qui avançaient jusque-là selon des calendriers de temps de PACE? Des systèmes où la détection et la neutralisation des mines se produisent simultanément, entièrement sans équipage, à des échelles permettant au rythme de déminage d'égaler le rythme de minage.
sont maintenant priorisés avec une urgence que seule une nécessité opérationnelle réelle peut créer, mais les changements de doctrine et d'approvisionnement prennent du temps. La crise se déroule maintenant. La solution disponible maintenant est une opération de coalition combinant la technologie autonome américaine, l'expertise européenne de chasse aux mines et le soutien logistique des États du Golfe dans une campagne intégrée qu'aucun des participants ne pourrait exécuter aussi efficacement seul. Cette coalition, assemblée sous la pression d'une crise active, établit des schémas opérationnels, des protocoles de communication et des cadres d'intégration du commandement qui survivront à la crise immédiate et façonneront pendant des années la coopération entre les forces occidentales et celles du Golfe en matière de sécurité maritime. Les relations qui se construisent entre les équipages de chasse aux mines de la Royal Navy et les opérateurs de systèmes autonomes de la marine américaine, entre les spécialistes néerlandais et belges de la plongée et les forces navales des États du Golfe, ne sont pas des arrangements temporaires. Ce sont des connexions institutionnelles formées sous le feu qui définiront l'architecture des futures coalitions maritimes. L'économie mondiale absorbe des conséquences qui se mesurent en milliards de dollars par semaine, des prix du pétrole au-dessus de 100 $ le baril, des chaînes d'approvisionnement qui se reconfigurent autour d'itinéraires alternatifs plus longs, plus coûteux, et dont la capacité totale est insuffisante pour remplacer Hormuz. Une inflation qui s'accumule dans les économies dépendantes des intrants énergétiques du Golfe, une pression politique qui monte à Tokyo, Berlin et Delhi, où les gouvernements voient les coûts de l'énergie grimper et les intrants industriels devenir incertains. L'Iran a posé ses mines en sachant ce qu'elle ferait à l'économie mondiale. Il a calculé que l'intérêt économique du monde finirait par générer une pression sur Washington pour trouver une sortie, plutôt que de soutenir une opération militaire dont les dommages économiques collatéraux s'accumuleraient sans fin. Ce calcul n'est pas entièrement faux. La pression est réelle. Les conséquences économiques sont graves. La soutenabilité politique d'une longue campagne de déminage dans la voie maritime la plus stratégique du monde, menée sous interférence iranienne active et sur fond de négociations diplomatiques en cours à Islamabad, n'est pas illimitée. Mais voici ce que le calcul iranien a sous-estimé. 50 nations ne sont pas en train d'assembler une armada sous-marine de déminage parce que les États-Unis le leur ont demandé. Elles l'assemblent parce que le détroit fermé leur coûte à toutes de l'argent qu'elles ne peuvent pas se permettre de perdre. Leur intérêt économique ne les pousse pas à faire pression sur Washington pour qu'il recule, mais à retirer les mines que l'Iran a placées pour créer les dommages en premier lieu. L'instinct pro-Trump peut être de traiter chaque coalition comme une faiblesse, jusqu'au moment où la facture arrive et où tout le monde découvre que l'isolement n'est pas une politique énergétique. La cible de la pression économique n'est pas la politique américaine, c'est le minage iranien. Et la réponse n'est pas une concession politique. C'est le déminage technique, l'assemblage d'une coalition et l'application systématique de la technologie de guerre des mines autonomes la plus avancée jamais déployée dans un environnement opérationnel réel. La France est là. L'Allemagne arrive. Le Royaume-Uni intègre ces systèmes, les Pays-Bas et la Belgique déploient leurs plongeurs, les États du Golfe ouvrent leurs ports, les drones autonomes cartographient le fond marin pouce par pouce. Et quelque part sous l'eau sombre, une mine Mahan repose au fond du détroit. Ces capteurs écoutent, attendant la signature acoustique d'une coque qui passe, mais au-dessus d'elle, le Kniffefisch est déjà là. Le sonar l'a déjà trouvé. L'Archerfisch descend déjà dans la colonne d'eau. Un câble à fibre optique traîne derrière lui. La caméra transmet l'image froide de la mine à un opérateur situé à des milles de là, dans un centre de commandement. L'opérateur regarde l'écran, appuie sur le bouton, la mine disparaît, puis le système se remet à chercher la suivante. La guerre sous Hormuz n'est pas terminée. Elle ne sera peut-être pas avant des mois, mais elle a véritablement commencé avec tout le poids de la technologie occidentale, de l'engagement allié et de l'intérêt économique urgent de 50 nations pointées vers le problème dans toutes les directions à la fois. L'opération de déminage et le processus diplomatique avancent en parallèle, chacun influençant le calendrier de l'autre. Chaque couloir dégagé réduit le levier économique que l'Iran peut tirer de la menace des mines. Chaque jour
La pression économique sur Téhéran s'accumule. Le calcul politique en faveur de la négociation, plutôt que de continuer à poser des mines, devient marginalement plus rationnel. L'équilibre de cette équation se joue en ce moment sous la surface d'un passage de 20 et 1 mille de large dans le golfe Persique, par des robots dans l'obscurité, par des sonars autonomes cartographiant le sable, la pierre et les formes d'acier froid des armes en attente, par les équipages de navires à coque en fibre de verre glissant silencieusement au-dessus de champs de mines qui ne peuvent pas les voir, par des pilotes d'hélicoptères volant à quelques mètres de l'eau à la recherche d'aiguilles invisibles, par les opérateurs dans les centres de commandement appuyant sur des boutons qui provoquent des explosions loin d'eux. C'est la méga armada de 100 milliards de dollars que le monde a assemblée pour mettre fin au piège iranien d'Ormuz. Elle ne combat pas avec des missiles, des porte-avions et le théâtre visible de la guerre de surface. Elle combat avec patience, technologie, engagement allié et persistance méthodique d'une opération de déminage qui avance une destruction confirmée de mines à la fois. Peut être moins spectaculaire qu'un discours de victoire, mais beaucoup plus utile que de prétendre que l'océan se met aux gardes. Avoue, quand un politicien le pointe du doigt, l'Iran pensait que les mines prendraient le monde en otage indéfiniment. Le monde vient de décider d'aller les chercher une par une avec des robots dans l'obscurité jusqu'à ce que chaque couloir soit dégagé et que l'économie mondiale respire. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Bonjour et à bientôt.